Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce matin, en cette fin de matinée. Je vous remercie pour votre invitation, dont je salue évidemment l'initiative, et j'en profite pour vous remercier pour tout le travail que vous accomplissez au-delà de l'organisation de cette journée. Alors vous le savez peut-être, la question des violences faites aux enfants constitue effectivement un sujet qui me tient à cœur particulièrement depuis longtemps, et je prends conscience, et j'aurai l'occasion d'y revenir, depuis que je suis secrétaire d'État, il y a tout juste un an, de toute l'implication évidemment nécessaire, fondamentale, d'associations qui, comme la vôtre, s'engagent pour combattre ces violences. Mais je suis intimement convaincu que la situation de l'enfance dans notre pays est telle que ce n'est pas le gouvernement tout seul qui va y apporter une solution, mais c'est bien en passant par une prise de conscience collective de la société tout entière, où chacun à son niveau, et l'État à son niveau, en prenant ses responsabilités. Mais c'est que par cette prise de conscience collective que nous pourrons améliorer la situation des enfants dans notre pays. Alors le thème que vous avez choisi pour ce colloque, celui des cyberviolences, est évidemment une composante majeure de ces violences, car elles interviennent dans un espace où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Par ailleurs, le numérique n'a pas seulement donné de nouvelles formes à des violences et à des abus qui existaient, il a aussi décuplé leur ampleur et de ce fait l'exposition des mineurs à ces violences. Alors ces violences, elles sont de différentes natures, vous les connaissez, vous en avez parlé ce matin, vous allez encore l'évoquer cet après-midi. Ce sont d'abord les contenus haineux et pornographiques, auxquels, vous le savez, plus de la moitié des jeunes de 13 ans ont déjà été exposés dans notre pays. Ce sont des contenus qui sont accessibles, la plupart du temps, sans l'avoir voulu, disponibles à la demande, gratuitement, sur des sites ordinaires. Des contenus sur lesquels un adolescent sur 3 est déjà tombé accidentellement. Des contenus que près de 20% des 14-17 ans dans notre pays consultent plusieurs fois par semaine, et 8% plusieurs fois par jour. Ces violences, ce sont aussi les agressions et les intimidations par des pairs, qui auparavant, des contenus, en quelque sorte, s'arrêtaient au mur de l'école, et qui aujourd'hui envahissent la sphère privée par le biais d'Internet et des nouvelles technologies. Insultes, moqueries, rumeurs, dont la diffusion rapide, en continu, à grande échelle, ne laisse aucun répit, jamais, à celles et ceux qui en sont victimes. D'après une enquête conduite en 2017 par le ministère de l'Éducation nationale, dont vous avez peut-être connaissance, un collégien sur 5 a déjà fait l'objet d'une vidéo humiliante, d'une usurpation d'identité ou d'une rumeur sur les réseaux sociaux ou par téléphone. 1 sur 10 est victime d'agressions répétées. Le cyberharcèlement touche, vous le savez, 700 000 de nos enfants chaque année. Et ces chiffres sous-estiment non seulement l'incidence de ces violences, moins d'une victime sur 2 de cyberharcèlement déclare en avoir parlé, mais également, surtout peut-être, les conséquences que peuvent avoir sur les victimes ces violences. Conséquences psychologiques, sanitaires, dans les comportements, avec des conduites à risque, des addictions, un rapport à la sexualité vicié. Ces violences, ce sont enfin celles de l'exploitation sexuelle, qui commence en ligne et se prolonge dans le réel. Sextorsion, grooming, violent streaming, à travers de ces expressions maladroites, traduit des phénomènes qui échappent même au pensable, à l'imaginable, et qui pourtant existent bien. Des violences que notre entendement a du mal à appréhender, qui échappent à notre compréhension, mais qui se produisent tous les jours. Alors, je me suis rendu la semaine dernière au groupe central des mineurs victimes. Je ne sais pas où est ça, je ne la vois pas. Elle est juste là, voilà. Avec la compagnie de Véronique Béchu, capitaine de police, qui est intervenue ce matin, je crois. Bon, qui nous a montré cette vidéo d'Europol. Je dois avouer que ces 3 heures d'immersion avec vous marqueront probablement à jamais mon passage à ce secrétariat d'État. Parce que l'on sait, mais en fait, on n'a pas conscience de l'ampleur.
et y être confronté comme j'y étais confronté, et comme vous en avez eu un aperçu de ce que j'en comprends ce matin, fait prendre conscience de la menace face à laquelle nous sommes et auquel nos enfants sont confrontés. Et effectivement, on se sent, je dois le dire, je devrais peut-être pas le dire, mais dépassé par l'ampleur du phénomène, et qui atteint des proportions, une fois encore, qu'on a du mal à imaginer. Voilà, donc ce soit l'occasion quand même de vous féliciter pour tout le travail qui est engagé et à encourager encore les services d'excellence comme celui que j'ai visité et qui s'efforce de combattre les violences. Je me suis engagé auprès de vous à vous soutenir et je réitère cet engagement. Voilà, sur ce sujet comme sur les autres que j'ai mentionnés ou que j'ai omis de mentionner, ce tableau un peu sombre n'offrirait qu'une vision un peu partielle de la réalité si je ne le complétais pas tout de même par ce que nous essayons de faire et par les mesures que le gouvernement met en place depuis quelques années. Pour répondre aux failles par lesquelles les violences envahissent l'environnement numérique, le gouvernement s'est mobilisé de façon diverse, plurielle, très interministérielle, pour essayer de faire face à ces menaces. Quelques exemples sur la question du cyberharcèlement. Nous renforçons le soutien, point de vue financier notamment, au numéro Net Écoute, le 0800 200 000, qui est porté par la plateforme e-enfance et sa présidente Justine Attelot. Ah, qui sont là-haut, que je ne vois pas mais que je salue. Ils sont là. Le ministère de l'Éducation nationale accentue par ailleurs la sensibilisation aussi bien auprès des familles, avec la diffusion du guide de la famille tout écran, qu'auprès des élèves, à travers les campagnes non au harcèlement, étendues aux classes du premier degré. Dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants que j'ai présenté le 20 novembre dernier, nous avons par ailleurs décidé avec Jean-Michel Blanquer de passer au crible toutes les sensibilisations et formations faites auprès des professionnels de l'éducation nationale et des enfants, pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer le dispositif et la sensibilisation des enfants sur tous les sujets liés à la violence, cyberharcèlement, la question du consentement, le rapport au corps, les violences sexuelles, etc., dès la dernière année de maternelle. Par ailleurs, comme je pense qu'il faut démultiplier les occasions et les lieux d'évocation de ces sujets-là, et on sait que ces moments de sensibilisation sont des moments également où se libère la parole, puisque les professionnels que vous êtes avaient tous expérimenté une intervention dans une classe, dans un club sportif, et où systématiquement, à la fin, vous avez 1, 2, 3 personnes, 3 enfants qui viennent vous voir pour vous dire ce qui leur est arrivé à titre individuel. Donc je pense que nous devons également mobiliser le temps extrascolaire, et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec l'Association des maires de France, pour qu'à l'issue des échéances électorales, qui ont lieu en mars prochain, d'une part, tous les nouveaux élus soient sensibilisés à ces questions-là et puissent mobiliser le temps extrascolaire pour que des sensibilisations aux enfants soient faites sur ces temps-là. Et par ailleurs, que ce soit l'occasion aussi d'aider le travail des associations, dont elles nous disent qu'elles ont du mal à étendre leur intervention sur le territoire, qu'elles vont frapper aux portes des établissements scolaires ou des municipalités qui ne les connaissent pas forcément, qui hésitent à leur faire confiance. Donc l'idée est aussi de constituer un répertoire de toutes les interventions, de toutes les associations qui existent pour faciliter la mise en relation entre les élus et les associations. Voilà, et démultiplier ces moments et ces points de contact. Sur la question de l'exposition des mineurs à la pornographie, nous avons engagé là également plusieurs actions. Nous avons d'une part mis autour de la table pour la première fois l'ensemble des acteurs du numérique et les associations. Quand je dis l'ensemble des acteurs, ce n'est pas uniquement les fournisseurs d'accès à Internet, ce sont les opérateurs de téléphonie, ce sont les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les fabricants de téléphones, et les personnes qui gèrent les systèmes d'exploitation, les OS. Et nous sommes sur le point de leur faire signer à tous un protocole d'engagement. Il y a toute une partie de sensibilisation des enfants, formation des professionnels, plateforme unique sur laquelle l'ensemble des informations disponibles à l'attention du public pourraient être regroupées, campagne de communication pour faire connaître les dispositifs de protection des mineurs. Très bien. Mais surtout, dans ce protocole d'engagement est inscrit la nécessité que dans les 6 mois,
puisse être généralisée et de façon effective des dispositifs de contrôle parental. C'est un engagement, une volonté du président de la République qu'il a formulé à l'UNESCO le 20 novembre dernier à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, où il a donné à l'ensemble des acteurs 6 mois pour garantir, donc c'est une obligation de résultat, pour garantir une systématisation, en tout cas une réduction de l'exposition drastique de l'exposition des mineurs à la pornographie. Voilà. Probablement, notamment par l'instauration d'un contrôle parental. Si dans les 6 mois, c'est-à-dire à l'été, on se rend compte que la situation ne s'est pas améliorée, nous en passerons par la loi. Premier élément du dispositif à cet égard. Deuxième élément, ce sont des processus législatifs qui ont cours en ce moment. Un qui est sur le point de se terminer, dont vous avez entendu parler, qui est la proposition de loi de Laetitia Avia contre la haine en ligne, qui oblige aux plateformes de retirer dans les 24 heures du contenu haineux ou antisémite. La pornographie a été inscrite dans ce texte de loi. C'est-à-dire que là aussi, les plateformes auront 24 heures pour retirer du contenu pornographique auquel les mineurs sont exposés. Deuxième élément. Troisième élément, demain, en fin d'après-midi même, aujourd'hui, entrera en discussion à l'Assemblée nationale la proposition de loi de Bérangère Couillard dans le cadre des violences conjugales. Sortie du Grenelle sur les violences conjugales. Nous allons réaffirmer dans ce texte de loi que ces fameux disclaimers, vous savez, qui sont en entrée de sites internet disant que vous avez 18 ans et que donc vous pouvez rentrer sur ces sites, ne sont pas suffisants, ne suffisent pas pour garantir la protection des mineurs à la pornographie. Enfin, un projet de loi de réforme de l'audiovisuel est en cours, bientôt arrivé en discussion, dans lequel une nouvelle instance de régulation sera créée, qui s'appelle l'ARCOM, qui sera la fusion du CSA et d'Adopi. Dans les missions de cette nouvelle instance de régulation de l'ARCOM, la protection des mineurs, notamment face à la pornographie, sera une des missions explicitement inscrites dans la loi. Voilà pour l'ensemble des dispositifs liés à ce sujet-là. Enfin, ou presque, pour mieux lutter contre la question de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Là aussi, plusieurs avancées devraient voir le jour. D'une part, une annonce que j'ai faite dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants du 20 novembre dernier, le durcissement des peines encourues pour les personnes qui consultent des sites pédopornographiques. Aujourd'hui, la peine encourue est de 2 ans, ce qui, entre vous et moi, je trouve bien faible. Nous allons le porter à 5 ans, ce qui aura pour effet, surtout recherché également, d'inscrire ces personnes-là automatiquement au fameux FIGES, qui est le fichier des agresseurs sexuels. Fichier que les collectivités publiques, les associations, dont les personnels sont en contact avec des mineurs, doivent consulter obligatoirement. Ce n'est pas toujours fait dans les délais suffisants. On est en train aussi de travailler tout ça. Pourtant, aujourd'hui, vous aviez chaque année près de 400 à 500 personnes qui avaient consulté des sites pédopornographiques et qui n'étaient pas inscrits sur ce fichier. Et qui donc demain pouvaient aller chercher du boulot dans une maternelle. Voilà. Donc gros trou dans la raquette que nous allons résorber. Nous essayons de faire passer cette disposition dans le cadre du projet de loi de lutte contre les violences conjugales que j'évoquais à l'instant. Par ailleurs, la chancellerie, dans ce même texte de loi, renforce son arsenal législatif pour lutter contre les nouvelles formes de pédocriminalité, ce qu'on appelle le live streaming, qui a émergé dans la presse la semaine dernière, parce qu'il y a eu la première affaire qui a été jugée, et en créant une infraction autonome, le fait de solliciter la commission d'un viol contre rémunération devient en tant que tel répréhensible, que le crime soit commis ou non, et ça doit donc faciliter le travail des enquêteurs, enfin surtout l'incrimination des criminels. Voilà, sachez enfin que tout ça est très bien, probablement, mais pas suffisant, pas nécessaire. Et qu'il est difficile de parler des cybermenaces dans un cadre exclusivement national. Nous souhaitons donc avoir une
une action et être moteur au niveau international sur ces sujets-là. Le point de départ a été, au moment de la célébration du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a 30 ans, Internet n'existait pas. Et donc dans la Convention, il y a très peu de choses qui ont trait, par construction, à ces aspects-là. Le président de la République, dans son discours à l'UNESCO, nous a donc demandé de bâtir une coalition internationale pour renforcer la sécurité des enfants dans le monde digital. Donc nous commençons à travailler sur un texte que nous avons pour ambition de présenter à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en septembre ou octobre prochain, c'est-à-dire demain, et d'embarquer avec nous l'ensemble des pays signataires de la Convention pour renforcer la sécurité des enfants dans le monde digital, la question de la protection des données, la pornographie, la pédocriminalité, l'ensemble de ces sujets-là, car seule, nous le savons bien, une action internationale pourra être résolument efficace. Voilà. Et sachez que sur ces sujets-là, on travaille de concert évidemment avec Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique, et qui, il y a quelques semaines de cela, quelques mois, était aux États-Unis pendant une dizaine de jours pour aller rencontrer les fameuses GAFA, bref, les différents acteurs, pas sur ces sujets-là spécifiquement. Et les États-Unis, vous savez que c'est le pays de la liberté, et qui sont par ailleurs sur Internet très attachés à cette dimension-là. Mais s'il est un sujet, et c'est le régulateur qui racontait ça au ministre, s'il est un sujet sur lequel ils sont prêts à avancer et à durcir la législation et à enfreindre, en quelque sorte, les grands principes qui régissent l'Internet depuis sa création, c'est bien celui de la protection des mineurs. Voilà. Donc il y a une opportunité, il faut la saisir, et c'est ce que nous allons nous évertuer à faire. Voilà pour ces quelques propos, et je vous remercie une fois encore pour votre invitation, pour les travaux que vous menez, et j'espère que tout ce qui s'est dit pourra m'être remonté d'une façon ou d'une autre. Voilà, merci beaucoup. Et je crois qu'il y avait quelques... Oui. Merci. Donc, on a 5 petites minutes, c'est ça? Merci beaucoup, en tout cas, vaste programme qu'on a, mais on va travailler. Alors, donc on a 5 petites minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a 2 personnes là, juste devant. Madame Mathias et... Oui. Oui, merci. J'aurais aimé savoir si le fichier FIJAIS, ouais, est-ce qu'il va être également applicable aux mineurs auteurs? Aux mineurs auteurs. Je crois que c'est une très bonne question. C'était la dame derrière. Bonjour, moi j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure de suppression d'images et de photos sur les sites, sur les réseaux en 24 heures. Mais pour moi 24 heures c'est énorme en fait. Et de se dire que les ados utilisent des réseaux sociaux, les images elles sont diffusées à une vitesse, une grande vitesse. Et 24 heures pour moi tout peut arriver. Un enfant peut... il y a des captures d'écran qui sont faites. Après, il y a le bouche à oreille qui est effectué. Pour moi, 24 heures, c'est pas beaucoup, en fait. C'est beaucoup. Oui. Donc, voilà. Alors, sur le FIJAIS, je vous avoue, j'ai peur de vous dire une bêtise. Donc, je vais me... Ah bah voilà. Bon, voilà. Ma conseillère justice vous répondra et vous partagerez avec le reste de l'assistance, parce que j'ai peur de vous dire une bêtise là-dessus. Elle se débrouille. Je comprends et je partage votre point. C'est ce qui a été inscrit dans la loi, c'est ce qui se fait dans d'autres pays, ces 24 heures, notamment en Allemagne, puisqu'on s'est pas mal inspiré de ce qui a été pratiqué là-bas. On commence déjà à avoir des premiers retours d'expérience, d'ailleurs, et eux-mêmes réfléchissent à une évolution. Si vous écoutez les gens, sans vouloir parler à leur place, mais dit en France, ils vous disent qu'ils sont... vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, mais qu'il est possible parfois en 1 heure de faire retirer des contenus. Je crois que c'est ça qui arrive à s'organiser quand vous êtes en bonne relation et quand il y a une véritable volonté. Je pense que c'est ça qui est assez important de la part des plateformes. Donc c'est ce qui a été posé dans la loi. Je pense que dans les faits,
Il y a moyen de faire mieux, c'est ce qui est d'ores et déjà fait, et c'est ce vers quoi probablement on doit tendre. Il y a vraiment, enfin, je pense que là l'expérience, et puis les discussions qu'on a, et puis l'expérience qu'ont les uns et les autres, toutes les plateformes ne sont pas égales, ou en tout cas ne se comportent pas de la même façon. Voilà, on a fait une sortie un peu, enfin c'était pas le sens de l'interview qu'on souhaitait donner avec Cédrico dans le journal du dimanche, bon, par définition, c'est le titre qui a été retenu, mais effectivement on a fait une sortie un peu forte sur Twitter, qui aujourd'hui par exemple par rapport à d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux, pour différentes raisons, de moyens peut-être, et aussi philosophiques, sont assez peu promptes à lutter contre ce genre de phénomène. Voilà. Et ça, à un moment, considère qu'il est notre responsabilité aussi de dire qui fait bien et qui fait mal. Voilà. Parce que moi, je considère qu'à partir du moment où il y a des gens qui font bien, c'est que c'est possible, et que donc, il faut d'autant plus stigmatiser ceux qui font mal. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Une autre, je suis désolé parce que oui. Il y a monsieur là-bas. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Ouais. Donc, je me permets de vous poser une question concernant les mineurs qui vivent. On a beaucoup de mineurs à l'aide sociale à l'enfance qui vivent dans des hôtels sociaux, donc qui n'ont pas forcément le cadre et des adultes autour d'eux. Donc, quand on parle de cyberviolence, donc ils ne sont pas forcément encadrés. Donc, j'aimerais savoir comment on peut anticiper le problème par rapport à ces mineurs-là, d'autant qu'ils vivent dans des hôtels et qui ne sont pas forcément accompagnés d'adultes. Donc, très exposés. Sachant, bon, après, je fais une digression, qu'on a eu un jeune dans notre département dans lequel je travaille qui a été récemment tué, assassiné par un autre mineur, par le fait qu'il réside lui-même dans un de ces hôtels sociaux. Merci. Alors, vous le savez ou pas, mais il s'avère que c'est un département que je connais bien, parce que c'est là où j'ai d'une part vécu 25 ans, et c'est là où j'ai été élu, avant d'être ministre, et que, par ailleurs, j'ai suivi évidemment de très près cette histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai, quelques jours après ce drame, je me suis d'une part rendu dans cet hôtel à Suresnes pour rencontrer les jeunes qui y sont encore. J'ai rencontré un de vos collègues qui était là ce jour-là pour essayer de comprendre comment ça avait pu se passer. Donc on digresse effectivement un peu du sujet, mais c'est un sujet important. Dans la foulée, j'ai demandé à l'Inspection générale des affaires sociales 2 choses. D'une part, de mener une mission et une enquête sur ce qui s'était passé dans cet hôtel et plus globalement sur la politique de l'enfance dans les Hauts-de-Seine. Deuxièmement, j'ai demandé de mener une mission au niveau national sur la question de l'hébergement des enfants dans les hôtels. Parce que tout le monde sait qu'il y a cette situation-là, que c'est mal encadré, vous l'avez évoqué, que ce n'est pas légal, parce que normalement on doit héberger les enfants dans des lieux habilités, ce qui n'est pas le cas de ces hôtels. Ce sont souvent des hôtels où se trouvent ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce des 2 jeunes dont vous parlez. Et la réalité est que si vous me demandez combien d'enfants sont dans ces hôtels en France, quel est leur profil, comment ils sont arrivés là, combien de temps ils restent, où est-ce qu'ils vont après, je suis incapable de vous le dire. Incapable. Parce qu'effectivement, l'organisation aujourd'hui de notre système fait que je n'ai pas les remontées de ces informations. Et ce qui, vous en conviendrez, pour mener une politique publique, est un peu compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle, même si c'est un sujet complexe, faut arrêter de le mettre de côté. Il faut regarder, prendre ses responsabilités. Je parle de façon collective.
Et pour ce faire, il faut avoir un état des lieux précis de la réalité de la situation. Donc j'ai demandé à l'IGAS de mener une mission nationale, donc auprès de l'ensemble des départements, pour savoir quelle est la réalité de cette situation-là et me formuler des propositions. Est-ce qu'il faut sortir tous les enfants des hôtels? Est-ce qu'on peut se dire que c'est un élément qui peut rentrer dans l'offre, excusez-moi du terme, mise en place par les départements pour héberger ces jeunes et les accompagner vers l'autonomie, en l'espèce? Mais à quelles conditions? Bon, voilà. Moi, je n'ai pas de présupposé, je n'ai aucun a priori, mais je veux qu'on s'attelle à ce sujet-là, même si, en faisant ça, je ne vais pas me faciliter les prochaines semaines et les prochains mois, parce que c'est un sujet compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il faut tous collectivement, l'État, les départements, les travailleurs sociaux que vous êtes, voilà, collectivement, on trouve une solution, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Taquet. Voilà, je suis désolé. Je vous propose de nous arrêter là.